Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une notion qui est très importante pour nous, une notion qui est tellement importante que c'est quelque chose qu'on manipule au quotidien. Tous les jours, on fait des choses, on réalise des tâches. Nous sommes des machines à réaliser des tâches. Ça va des tâches les plus simples, comme manger, comme téléphoner, comme prendre des nouvelles, aux tâches les plus complexes, comme réaliser des activités professionnelles. Nous allons parler pendant quelques minutes de la planification et du lien entre la planification et du succès. C'est une présentation que nous faisons aujourd'hui dans le cadre des échanges que l'entreprise Nixé réalise vis-à-vis de la communauté des talents. Et il faut noter que Nixé, c'est une entreprise de chasse de tête qui se concentre dans le vivier africain et qui essaie d'apporter à ses clients qui sont un peu partout dans le monde des meilleurs talents. Et dans cette optique de toujours dénicher le meilleur talent, nous avons mis en place des programmes de développement personnel, des programmes d'accompagnement vis-à-vis des talents, vis-à-vis des personnes qui ont du potentiel pour les aider justement à accéder à ce marché, à accéder à nos clients. Donc, nous avons par exemple comme principale ambition de réaliser 1 million de recrutements entre 2019 et 2026. C'est un challenge très ambitieux. Mais nous sommes convaincus qu'on peut y arriver parce que l'Afrique, qui est notre principal vivier, est une formidable niche à talent. Et nous n'allons pas nous arrêter tant que nous ne parviendrons pas à cet objectif-là. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de planification? On sait que planifier ou la planification, ça consiste à organiser à l'avance son temps, ses activités selon un certain plan. Planification, planifier, plan. Le mot vient du mot étymologique planus, qui voulait dire plan, plat ou uni. C'est un mot polysémique latin qui avait plusieurs significations. Là, vous avez la définition du Larousse. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que moi, Alexis Tadjifo, je profite pour me présenter, je vous parle de la planification? Qu'est-ce qui m'amène à en parler? Qu'est-ce qui me donne la légitimité de parler de planification? Parce que c'est une activité qui n'est pas seulement faite par moi. Il y a beaucoup de gens qui la font, qui peuvent se targuer d'en savoir quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui, moi, je vous parle de ça? C'est simple. Ça se tient en quelques chiffres. La première, c'est que actuellement, je suis engagé dans plein d'activités. L'une ou l'un des pans principaux des activités que je mène, c'est le sport. Je pratique 10 heures de sport chaque semaine. 10 heures de sport chaque semaine, ça veut dire un peu moins d'une heure ou à peu près un peu plus d'une heure de sport par jour sur 7 jours. Et pendant ces activités de sport, je suis soit entraîneur, soit je m'entraîne moi-même, soit je m'entraîne avec les autres. En plus de ça, je gère des communautés. Je gère des communautés qui sont réparties dans 6 pays, 7 bientôt. Je gère à peu près 6 communautés, des communautés de taille diverses. Il y a des communautés de 40 personnes, des communautés de un peu moins de 100, des communautés d'une dizaine de personnes, des communautés d'un peu plus de 200. Donc, c'est une activité que je mène au quotidien. Ce sont des choses que je gère au quotidien. Et en plus de ça, je suis impliqué dans pas mal de projets. Aujourd'hui, j'ai fait un décompte rapide récemment. Je suis à 23 projets actifs. 23 projets actifs, ça veut dire que sur l'ensemble des projets dans lesquels je suis impliqué, j'ai retiré les projets qui sont dormants, c'est-à-dire qui attendent quelque chose qui va permettre de passer à la phase active. Et donc, en enlevant cela, il reste les 23 projets qui sont en cours de réalisation. Et ces 23 projets me font travailler avec plus de 66 personnes qui sont soit des collaborateurs, soit des partenaires. Et ces personnes-là sont réparties dans plus de 8 pays. En fait, plus de 8 pays parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être lancées et qui vont peut-être ouvrir de nouveaux pays. Et donc, ça ouvre les problématiques telles que le décalage horaire, les langues parlées, les soucis de traduction, parce que quand on travaille avec des personnes qui ont des cultures et des langues différentes, sur chaque chose qu'on fait, il faut garder ce souci de traduction. Et ça veut aussi dire concrètement que je travaille sur pas mal de projets. Et l'ensemble de ces projets-là font que je suis obligé de planifier, je suis obligé
d'être dans une logique d'efficience, d'efficacité quand je travaille, parce que sinon, je ne peux pas m'en sortir. Parce que bien sûr, en dehors de tout ça, il faut bien que je dorme, il faut que je m'occupe de ma famille. Je suis père de famille, marié, père de famille. Donc, l'ensemble de ces choses m'ont amené, ou du moins, je suis capable de les faire parce que depuis 2007, la date à laquelle je suis vraiment entré en contact avec les notions de productivité. Il faut savoir que je suis tombé dedans, c'était vraiment quelque chose de banal. J'étais au campus à l'université. Je venais de finir d'étudier avec les camarades. Je m'apprêtais à rentrer, je n'avais pas grand-chose à faire. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait une enseigne qui disait il y avait une formation qui était donnée par un enseignant. À l'époque, c'était le docteur Moukop qui donnait une formation sur la gestion du temps. C'était comme ça que c'était libellé. Et comme je n'avais pas grand-chose à faire, je me suis rendu à cette formation. Et je suis tombé amoureux de toutes les notions de productivité, de gestion du temps, de gestion des efforts, de planification. Et donc, depuis cette année-là et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans, je suis empêtré dans toutes les logiques, dans tous les outils qui permettent de faire la gestion du temps. Mais je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'autres personnes, telles que Elon Musk, qui est quelqu'un qu'on connaît quand même. Vous pouvez voir là rapidement les projets sur lesquels il est impliqué dans l'aérospatial avec SpaceX, dans l'intelligence artificielle, avec OpenAI, avec Neuralink. Il a fait une démonstration il y a quelques mois avec Neuralink où il a implanté une puce dans le cerveau d'un cochon et il lui a fait faire des parcours. C'était vraiment impressionnant. Dans l'énergie avec Tesla, dans la manufacture avec des entreprises qu'il a rachetées comme Perbix, et même dans les télécommunications avec Starlink, qui est couplé à ce qu'il fait avec SpaceX. Je ne suis pas seul parce que des gens comme Bezos font pareil avec tout ce qui est dans l'univers Amazon, Zappos, Twitch, IMDb, Audible, toutes ces entreprises-là, Amazon Web Services et consorts, et puis même les autres projets dans lesquels il est impliqué, pas seulement en termes d'investissement en argent, mais et même de discussion dans la construction, dans la planification, dans la stratégie. Et puis, maintenant, ces projets personnels où il s'implique plus ou moins seul, sont des projets vraiment d'un certain niveau, comme Blue Origin, c'est une entreprise spatiale, ou alors des journaux qu'il a rachetés comme The Washington Post. Donc, tout ça vous montre que, autant que moi, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Et je suis persuadé que même parmi ceux qui nous écoutent actuellement, il y en a qui font déjà beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que vous pouvez pousser votre capacité à être efficace, à faire le plus de choses, à être productif encore plus loin. Parce que c'est possible, parce qu'il y a des façons de le faire. Je vais partager sur comment j'y suis arrivé, sur les outils que je manipule, sur comment les choses que j'ai apprises avec mes échecs et avec quelques succès que j'ai eus. Donc, tout à l'heure, on parlait de la planification. Ça veut dire tout simplement que, quelle que soit l'activité qu'on mène, tout démarre par un plan. Ça commence par un plan. La planification, c'est l'action de planifier, c'est organiser son temps. D'organiser son temps en une succession d'actions ou d'événements. Et chaque action est donnée un objectif particulier. Mais tout ce qu'on fait avec un plan répond à un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'objectif qu'on va atteindre? En combien de temps on peut le faire? Où est-ce qu'on va le faire? Donc, quand vous commencez à penser à un plan, vous posez cette petite question-là. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je vais? Le temps que j'ai? Ça va se passer où? Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà fait ça? Ce sont des choses simples, mais c'est par là que vous commencez. Et quand vous avez commencé à vous poser ces questions, vous commencez à réfléchir sur comment est-ce que je peux atteindre mon objectif. Donc, vous commencez à évaluer. OK, je veux faire quelque chose, mais quels sont les risques? Qui est-ce qui doit participer? Qui doit intervenir? Par exemple, je veux organiser un mariage. Je suis, par exemple, ressortissant peut-être d'une zone qui a des soucis de sécurité. Ou alors, je veux organiser un mariage en étant dans un endroit qui est difficile d'accès.
Donc, quels sont les risques? Est-ce qu'il y a un risque de pluie? Est-ce qu'il y a un risque d'impraticabilité de la route? Est-ce qu'il y a un risque d'énergie? Qui est-ce qui doit participer? Est-ce que les gens qui doivent participer sont accessibles? Est-ce qu'elles sont au courant? Donc, vous commencez à évaluer les risques. Et cette étape d'évaluation, vous devez la commencer le plus tôt possible. Ne commencez pas à évaluer un plan quand vous êtes déjà dans l'action. Parce que quand vous êtes dans l'action, souvent, on commence l'action le plus tard possible. Et donc, quand on commence l'action le plus tard possible et que c'est là qu'on veut faire l'évaluation, on peut se rendre compte qu'il y a des choses dont on a besoin qui ne sont plus disponibles aujourd'hui, mais qui auraient pu être disponibles au moment où on faisait l'évaluation du plan. Donc, il faut évaluer le plus tôt possible. En évaluant le plus tôt possible, vous êtes capable d'anticiper sur pas mal de choses. Une fois que vous avez évalué, vous avez identifié les risques, les gens qui vont participer, toutes ces petites choses qui peuvent faire en sorte que le projet même meure dès le départ ou aille de travers, vous commencez à dire, OK, maintenant il faut que je pose des actions. Ça, c'est la partie la plus importante. La partie où vous transformez votre plan en action. Et pour transformer le plan en action, ça veut dire que vous commencez à identifier les choses, les actions à réaliser, vous identifiez le timing de ces actions, vous identifiez les moyens qu'il faut associer pour chaque action ou les choses qui doivent découler de chaque action. Vous commencez à identifier par rapport aux ressources dont vous disposez, ça peut être des ressources humaines ou des ressources matérielles, vous commencez à identifier qui doit faire quoi et quand. Mais cette partie est importante parce que, comme disait John Doerr, ideas are easy, execution is everything. Ça veut dire, c'est bien le plan, c'est facile, mais c'est dans l'exécution que tout se joue. Et donc, comme c'est à l'exécution que tout se joue, c'est au moment de votre transformation que vous allez échouer, vous allez réussir. Et je vais vous dire le secret de ce qui va vous permettre de réussir votre action, votre transformation. S'il y a une seule chose que vous devez retenir de toute cette présentation, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de toute cette présentation, je le dis une troisième fois pour que ça entre, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de toute cette présentation, c'est que la décomposition, l'étape de la transformation qui passe par la décomposition est la partie majeure. C'est ce qu'il faut savoir faire. C'est le secret de Dieu. On parlera donc de la décomposition. Ça consiste simplement à prendre une grosse tâche, une action à mener et à la diviser, à la subdiviser en toutes petites choses. Des choses les plus petites possibles. J'ai envie d'utiliser une image, une analogie en sciences physiques, aller au niveau le plus atomique possible, aller dans la plus petite subdivision possible. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est que c'est plus facile de faire des petites tâches que des grosses tâches. À ce niveau, c'est clair. C'est plus facile de lire un chapitre d'un livre que de lire le livre entier. À ce niveau, ça semble être logique. Mais en plus de ça, quand on décompose les activités, on exploite mieux son temps. C'est-à-dire que si je veux lire, par exemple, un livre, si je veux faire une certification, si je veux faire une activité, parce que j'ai réussi à décomposer ça en tout petits morceaux, je suis capable d'aborder les petits morceaux, pas forcément en continu. Je peux, par exemple, commencer un chapitre juste avant de dormir aujourd'hui. Demain, quand je suis le taxi, je suis dans un taxi, autant pour moi, et je suis en train d'aller quelque part, je peux continuer un autre chapitre ou je peux continuer ce chapitre-là. Après-demain, quand je suis dans une salle d'attente, peut-être je vais me faire consulter par un médecin ou je suis dans la salle d'attente, peut-être dans un service public, je peux encore lire un autre chapitre. Donc, parce que vous avez été capable de décomposer votre activité, vous utilisez mieux votre temps, vous utilisez mieux les niches de temps. Vous n'avez plus besoin de libérer des grosses portions de temps pour faire certaines choses. Les petites portions de temps vous permettent d'avancer. Et la vérité, c'est que notre quotidien est en réalité fait de petites portions de temps. En plus de ça, quand vous décomposez vos tâches, c'est plus facile pour vous de commencer. Vous avez moins la frousse de démarrer une activité parce qu'elle vous semble assez facile à faire. C'est un peu comme si vous deviez boire une bonbonne d'eau. Si on vous dit, bon voilà la bonbonne d'eau que vous devez boire, peut-être en une journée ou en 2 jours, c'est plus difficile de commencer à la faire plutôt que si on vous demandait de boire un verre d'eau.
Un verre d'eau, ça vous sent que c'est un verre d'eau, une gorgée, et puis c'est correct. C'est pareil avec les petites tâches. Quand vous faites une décomposition en petites tâches, c'est plus facile pour vous de commencer à travailler. Et puis, l'autre chose que les petites tâches vous apportent, c'est que la mesure, l'évaluation, c'est-à-dire que votre capacité à dire où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce que vous en êtes, est dupliquée. Elle est améliorée parce que si vous devez prendre un livre, vous devez lire le livre et vous devez dire à quelqu'un, par exemple, où est-ce que vous êtes. Si vous avez fait une seule tâche qui s'appelle lire le livre, et si on vous demande où est-ce que vous en êtes, vous êtes au milieu du livre, vous allez dire, je n'ai pas fini de lire le livre. Ça veut dire que vous êtes à 0%. Et vous ne serez à 100% que quand vous aurez fini de lire le livre. Mais si vous aviez, par exemple, un livre avec 10 chapitres, alors et que vous êtes donné comme objectif de lire chapitre 1, chapitre 2, etc. Alors, si on vous demande où est-ce que vous en êtes, vous pourrez dire, je suis au chapitre 3. Ça veut dire que vous êtes à 20% parce que c'est quand vous aurez fini le chapitre 3 que vous serez à 30%. Donc, ça, c'est un avantage que le fait de décomposer vous apporte. Mais en plus de ça, le fait de décomposer vous permet aussi d'anticiper sur ou de mitiger le risque si quelque chose ne se passe pas bien. Si par exemple, vous faites la cuisine, je prends l'exemple des cuisiniers qui font une omelette. Vous faites une omelette avec, disons, 4 œufs, et puis un des œufs est pourri. Donc, si vous y allez, vous cassez les 4 œufs en même temps, vous jetez, c'est probable que vous allez perdre tous les 4 œufs. Mais si vous cassez œuf par œuf, ça c'est un exemple, œuf par œuf, vous cassez chaque œuf dans une sorte de bol de transfert. À chaque étape, vous serez capable de savoir si l'œuf en question est encore de bonne qualité et vous pourrez réajuster si jamais il y a un souci. C'est pareil avec les tâches quand vous les décomposez. Quand vous les décomposez en plusieurs petites tâches, s'il y a une petite tâche qui coince, vous êtes capable de mieux mitiger le risque global que tout flanche parce que vous aurez isolé cette tâche-là. Et puis maintenant, vous pourrez faire des actions correctrices pour la petite tâche qui dérange. Et de plus, quand vous faites une décomposition en petites tâches, vous avez aussi cette capacité à déléguer. Un peu comme cet exemple de la pizza que je prends une pizza, je veux la manger, je me rends compte au bout d'une part de pizza que je ne pourrais pas y arriver. Je suis capable de, parce que je l'ai découpée, je suis capable de la ranger et de la donner à d'autres personnes plus tard. C'est pareil, quand vous avez fait une tâche que vous avez décomposée, si par exemple vous décidez que, OK, je vais rédiger un livre ou je vais rédiger un livre blanc sur un domaine scientifique et que je me rends compte que il y a des aspects dans le livre que je ne peux pas aborder seul, parce que vous avez été capable de décomposer ça, décomposer au lit peut-être en partie, ou en chapitre, ou en section, ou en ce que vous voulez. Vous êtes capable de dire à telle personne, tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? C'est pareil, même quand on fait des corrections dans un livre, vous êtes capable de donner des parties de votre livre à des personnes différentes pour qu'elles puissent faire des corrections que vous allez assembler ensemble. Donc, en décomposant, je délègue aussi plus facilement parce que ça peut arriver que je me retrouve en train de déléguer. Ça peut arriver que je sois coincé quelque part et j'ai besoin de quelqu'un dont je vais déléguer pour me faire débloquer. Et tout ça, toute cette décomposition-là, ça peut se faire avec des outils. Toute la phase de la transformation, décomposition et puis de la transformation de ce qu'on a planifié, donc du plan qu'on a dans la tête en action ou activité qu'on veut mener, ça peut se faire et ça doit se faire avec des outils. Pourquoi est-ce que je parle des outils? Et je suis désolé pour ceux qui s'imaginaient qu'on ait peut-être fait une présentation beaucoup plus détaillée des outils. On fera des présentations plus détaillées des outils sur des présentations plus tard où on abordera certains des outils qui ont quand même retenu notre attention. Mais aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est que exploiter les outils, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mais exploiter les outils qui sont les plus faciles à utiliser pour vous. Votre façon de choisir un outil ne doit pas dépendre de est-ce que c'est populaire. Non, ce n'est pas la popularité de l'outil qui doit vous amener à choisir un outil. Ce qui doit vous amener à choisir un outil, c'est, première chose, qui doit utiliser l'outil? Est-ce que je serai le seul utilisateur? Si vous êtes le seul utilisateur, alors vous devez prendre un outil qui est facile à utiliser pour vous. Quand je dis facile, je pense non seulement à la complexité de l'outil, mais aussi à la cherté de l'outil. Si c'est un outil gratuit, par exemple, et que peut-être vous n'avez pas de souci à lire les publicités que ça va générer, il n'y a pas de souci, exploitez-le.
Si par exemple, c'est un outil qui va vous demander d'aller faire une formation, une certification en PMI, bon, peut-être il faut prendre un outil beaucoup plus basique. Donc, prenez un outil qui soit facile à utiliser quand c'est pour vous. Maintenant, quand c'est pour vous et d'autres personnes, en ce moment, prenez un outil qui favorise la collaboration et qui favorise aussi la simplicité. Mais exploitez les outils. Parce que quand vous n'exploitez pas les outils, quand vous ne les intégrez pas dans votre quotidien, vous avez du mal à garder à l'esprit toutes les tâches que vous devez faire. Et s'il y a une chose qui est pire que ne pas planifier, c'est oublier. Et en général, on oublie quand on n'a pas une bonne approche, on n'a pas une bonne façon de faire, on n'a pas un endroit précis où on stocke, où on garde les choses à faire, on n'a pas une bonne façon de consulter les choses à faire. Donc, c'est très important à ce niveau. Maintenant, après qu'on ait fait la transformation, après qu'on soit passé de ce qu'on imagine à des activités à mener, il faut faire le suivi. Et le suivi est fondamental. Le suivi est presque aussi important que la transformation. Parce que ce qu'on ne surveille pas, n'a pas vraiment de qualité. Parce que si on ne surveille pas, on n'est pas capable de se rassurer que les choses se passent comme il faut. Rassurez-vous toujours que les choses se passent comme il faut. Soyez maniaque à ce niveau. Est-ce que les choses se passent comme il faut? Je suis à la maison, j'envoie quelqu'un m'acheter quelque chose. Ça peut être un petit frère faire une course. Il a fait la course. Peut-être je l'envoie faire une course pour quelqu'un d'autre dont je n'aurais pas une idée de ce que la personne a reçu. Trouver un moyen de décomposer et un moyen de vérifier ce qui s'est passé. Soyez capable à chaque fois de faire le suivi. Ok, j'ai élaboré un document, j'ai envoyé. Est-ce que le document répond aux attentes que j'avais? Est-ce que le document est aligné avec le plan? Parce qu'à chaque fois, vous avez un plan, il y a quelque chose qui vous a amené à poser cette action. Est-ce que ce que j'obtiens comme résultat est associé et aligné avec ce que je souhaitais comme résultat? Et n'ayez pas peur de constater qu'il y a un écart négatif. N'ayez pas peur de vous rendre compte que ça n'a pas marché. N'ayez pas peur. Ayez peur de ne jamais savoir si ça a marché ou pas. Donc, allez mesurer. Mesurez toujours. Maintenant, quand vous voulez mesurer, il faut vous poser deux bonnes questions. La première question, c'est est-ce que l'activité que je veux mesurer, est-ce que la mesure est facile? C'est très important. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis capable, la mesure que j'ai choisie, est-ce que je suis capable de choisir une mesure et est-ce que cette mesure est facile? Par exemple, si vous commencez un marathon et vous dites que je vais parcourir les 42 km, c'est important de savoir où vous êtes parce que si ce que vous devez faire au 10e kilomètre, ce n'est pas pareil que ce que vous devez faire au 35e kilomètre. Vous devez être capable à chaque fois de savoir où vous êtes et de savoir ce que vous êtes censé faire à ce moment. Est-ce que vous devez déjà vous alimenter? Est-ce que le fait que vous ressentiez de la fatigue, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de ressentir cette fatigue au 10e kilomètre? Si vous ne savez pas que vous êtes au 10e kilomètre et vous vous sentez fatigué, vous pouvez prendre une décision qui serait désastreuse parce qu'en fait, vous êtes déjà au 20e kilomètre. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous avez des comportements à adopter. Mais ça demande que vous soyez capable de mesurer votre progression. Et après, maintenant, comment est-ce que vous mesurez votre progression? Si mesurer votre progression vous demande, par exemple, de faire les calculs trigonométriques, d'imaginer la position des poteaux, du ciel, des étoiles et tout ça, là, ça devient compliqué. Il faut que votre mesure soit facile. Ça peut être un bracelet qui traque votre position. Ça peut être des bornes qui en route. Ça peut être des répéteurs. Vous savez que quand j'arrive à tel endroit, quand je vois tel carrefour, ça veut dire que je suis au 10e kilomètre. Quand je vois telle maison, quand je vois tel arbre, ça veut dire que je suis au 15e kilomètre. Vous devez avoir des éléments qui vous permettent de mesurer facilement. Et plus la mesure est facile, plus vous êtes capable de mesurer. Et plus vous mesurez, plus vous êtes capable d'ajuster votre comportement et d'être sûr qu'à la fin, vous allez atteindre votre objectif. Donc, c'est très, très important à ce niveau. Et comme tout à l'heure, on parlait des outils qu'on exploite lors de la transformation, on a aussi des outils qu'on exploite lors du suivi. Certains outils sont très bien pour faire les deux, c'est-à-dire pour créer les activités et ensuite pour les suivre. Je pense par exemple à Planner, je pense à Microsoft Project, je pense à Jira Software, je pense à Todoist. Et tout à l'heure, on avait une liste d'outils beaucoup plus évolués qui avait par exemple Sticky Notes, qui est un outil qui vient souvent par défaut dans les systèmes Windows sans vouloir faire la publicité. On a des outils comme Microsoft Project
qui est un peu complexe, mais qui est très intéressant, qu'il faut savoir utiliser, surtout pour faire le suivi. On a un planner qui est un peu récent, qui s'associe bien avec des outils comme Microsoft Teams. On a même des outils très, très simples comme Microsoft Excel, qui est un tableur. Vous faites simplement un tableur, vous vous assurez de noter à l'intérieur. Vous avez des outils comme Outlook qui ont ils ont des fonctionnalités pour créer des activités, pour se partager des activités, mais Outlook n'est pas très développé parce que c'était vraiment le début de cette idée de planification à Microsoft. Bon, ils ont maintenu un peu la fonctionnalité, mais ils ne l'ont pas poussé parce qu'ils ont intégré ça un peu plus loin dans d'autres outils comme Planner ou Microsoft Project. Avec Jira Software, vous avez des tickets qui ont un cycle de vie que vous pouvez gérer avec la possibilité de faire de l'horodatage. L'horodatage, ça veut simplement dire qu'un ticket peut avoir, chaque fois que vous faites une action avec un ticket, qui peut être une activité ou une action à mener, il y a la possibilité d'avoir la date et l'heure à laquelle ça s'est passé. Et puis vous avez Todoist, qui est pour moi le champion, qui permet de faire, de créer des activités, de les regrouper en sections, de les partager, ça gère vraiment la collaboration, d'associer des commentaires, des pièces jointes et tout ça. Et en plus, ils ont quelque chose de super à l'intérieur qui s'appelle le karma, qui permet donc de mesurer, c'est une sorte de score qui mesure votre productivité. Donc, exploitez les outils de suivi. Ne vous fiez pas à vos émotions ou à votre feeling de la journée pour savoir si vous y êtes ou pas. Exploitez les outils, regardez ce que les chiffres vous disent, prenez des décisions basées sur ces chiffres-là. C'est extrêmement important. Et je vais vous parler par exemple de ma propre expérience. J'utilise Todoist depuis 2017 et depuis 2017, j'ai enregistré et réalisé sur Todoist à peu près 12 403 tâches. Ce qui fait que ils ont un classement en termes de karma, c'est-à-dire que le nombre de points que les gens peuvent avoir, on vous donne des points quand vous réalisez des tâches, on vous en retranche quand vous êtes en retard sur certaines tâches. Donc, en termes de karma, je suis à l'avant-dernier palier, je suis ce qu'on appelle un grand maître. Je ne suis pas loin d'être un illuminé, ça arrive quand vous avez un karma d'au moins 50 000. Et ça veut simplement dire que j'arrive à exploiter cet outil-là au quotidien. Je l'ai installé par exemple sur mon téléphone et sur pratiquement tous les ordinateurs sur lesquels je travaille. C'est une page web qui est toujours ouverte où je suis capable à tout moment de noter et puis de noter que je dois faire ceci à l'heure à laquelle je dois faire et puis je suis aussi capable, quand j'ai fait ces choses-là, de cocher que j'ai fait. C'est vraiment facile et assez intuitif. Maintenant, au-delà d'être capable de planifier, d'imaginer ce que vous avez à faire, d'être capable de transformer de rédiger, de dire ce qu'il faut faire en termes d'exécution pour y arriver. Et maintenant, de savoir comment vous allez faire le suivi. Il faut maintenant passer à l'exécution proprement dit. Et quand on parle d'exécution, on parle aussi des attitudes qui doivent accompagner cette exécution, des attitudes qui favorisent l'exécution. Je vous parlerai de quelques attitudes qui sont le résultat aussi de ma propre expérience, des choses sur lesquelles j'ai eu des soucis, j'ai réajusté et qui m'ont permis d'améliorer ma productivité. La première attitude, c'est qu'il faut accepter les échecs. Devenir productif, c'est un changement de comportement. C'est embrasser une activité qui amène un changement de comportement, qui amène l'adoption d'une nouvelle habitude. Et l'adoption d'une nouvelle habitude suppose qu'il y a des moments d'échec dans cette habitude. Et donc, acceptez-les. J'ai prévu de faire une tâche, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je vais la faire plus tard ou je vais la faire maintenant. Ça veut aussi dire que je peux aussi faire une activité et le résultat n'est pas ce que j'escomptais. Alors, je imagine autre activité. J'imagine un plan de rechange. Je me lance sur le plan de rechange et je vais de l'avant. C'est très important d'accepter les échecs. Ce qui est aussi important, c'est être capable de se projeter vers la prochaine activité ou prochaine étape. Je viens de faire quelque chose, ça a super bien marché. OK, mais mon tableau de tâches n'est pas vide. J'ai réalisé une bonne activité, c'est super. Je passe à autre chose. C'est très important, surtout quand vous gérez beaucoup d'activités qui ne sont pas pareilles, qui ne sont pas liées entre elles. Il peut arriver, par exemple, que vous travaillez à l'écriture d'un livre et qu'en même temps, vous soyez en train d'organiser l'anniversaire de votre fille. Alors,
si celui qui est censé publier votre livre, ou la librairie ou le distributeur du livre qui, au départ, voulait distribuer, décide de ne plus distribuer, et que ça se passe le matin où vous êtes censé tout orchestrer pendant l'anniversaire, ce qui s'est passé là ne doit pas empiéter sur l'anniversaire. Donc, chaque fois, il y a une activité qui s'est passée, ça a marché, ça n'a pas marché, mais dès que le moment où ça a un résultat définitif, on passe à autre chose. Que ce soit un résultat définitif positif, à savoir, oui, j'ai le go à elle, le libraire a accepté de publier mon livre, je suis super content, c'est bon, je bascule sur la suite. C'est très important. Parce que chaque fois que vous vous laissez emprisonner par le marasme de l'échec ou l'euphorie du succès, ça vous empêche de revenir sur terre suffisamment vite et suffisamment bien pour y attaquer ce qui vient après. Or, quand vous êtes dans un enchaînement d'activités, c'est très important de faire ça. Il y a un domaine de professionnels qui sait bien faire ça, ce sont les footballeurs. Les footballeurs professionnels, prenons par exemple ceux qui sont dans les grandes équipes dans l'association UEFA. Vous avez donc des équipes qui jouent le championnat national, qui jouent des coupes nationales, qui jouent des coupes internationales et qui jouent peut-être d'autres coupes, peut-être de l'UEFA et autres. Et à chaque fois, la défaite d'un côté peut intervenir avant un match de l'autre côté. Donc, si vous laissez la défaite ici, vous empêchez de gagner de l'autre côté, vous pouvez donc créer des cycles négatifs. Ça arrive souvent quand on est justement incapable de se projeter vers la prochaine. Et pareil que si vous gagnez quelque part et que vous laissez dans le fourré en vous disant que vous êtes tout beau, tout fort, vous êtes invincible, ça peut vous empêcher de bien préparer le prochain match et finalement vous faire perdre. Donc, cette mentalité-là, c'est quelque chose qu'il faut développer. J'ai fini une activité, ça s'est bien passé ou pas, je bascule sur la prochaine. En plus de ça, vous devez être capable d'identifier à chaque moment, je dis bien, vous devez être capable d'identifier à chaque moment qui sont les voleurs de temps autour de vous. Les voleurs de temps, ce sont des gens, ce sont des activités, ce sont des choses qui grignotent votre temps de façon non planifiée et qui ont tendance à éroder votre productivité. À ne pas confondre avec des gens qui participent à notre objectif, par exemple, être heureux et consort. Vous n'allez jamais appeler votre fils qui demande à ce que vous appreniez avec lui, à ce que vous ayez un moment de qualité, un voleur de temps. Non. Mais par contre, vous pouvez appeler comme voleur de temps un ami de longue date qui vous écrit sur Facebook et qui veut vous amener, par exemple, à voir un certain nombre de vidéos, peut-être que vous avez déjà vu, ou à vous faire vous regarder le live de Longuet Longuet, par exemple. Je n'ai rien contre Longuet Longuet. Je parle de Longuet Longuet comme ça, j'aurais pu parler de n'importe quel artiste. Donc, vous devez faire attention à ces gens qui vous amènent de façon non programmée vers des activités qui vont consommer votre temps et qui vont vous faire diverger de votre objectif. Vous devez être capable de les identifier. Quand on était étudiant, on voit souvent des gars, c'est quand tu vas aller étudier qui viennent taper les commentaires, viennent te parler des matchs de foot, et puis tu te retrouves à 20h, 21h, tu as mal à la tête, tu as parlé toute la journée, tu n'as plus la force d'étudier, et finalement tu n'étudies pas. Ça, ce sont les voleurs de temps. Il faut les identifier, il faut les éviter à tout prix. Ensuite, en plus de savoir se projeter vers la prochaine activité, vous devez être capable de planifier avant d'agir. Ça veut dire quoi planifier avant d'agir? Ça veut dire que chaque fois que vous voulez commencer à faire une activité, notez-la quelque part. Chaque fois que vous avez l'impression qu'il y a une activité qui doit être faite, que ce soit aujourd'hui, demain, ce soir ou dans une semaine, dans un mois, asseyez-vous, notez ça quelque part. Je dois faire cette activité, voici le délai, voici. Et puis, si vous avez la possibilité, commencez déjà à décomposer, commencez déjà à transformer. Très important. Ne vous lancez pas dans l'action avant de commencer à planifier. Et si vous vous êtes lancé dans l'action par réflexe et que vous vous rappelez que tiens, je n'ai pas planifié, arrêtez, vous planifiez, puis revenez à l'action. C'est important d'avoir cette discipline-là. Parce que quand vous commencez à cultiver cette discipline, au début, de temps en temps, vous allez entrer dans l'action avant de planifier. Mais avec le temps, vous apprendrez donc à planifier avant d'entrer dans l'action. Et avec le temps, parce que vous êtes capable de planifier en entrant dans l'action, vous serez capable, en regardant votre tableau de choses à faire, vous dire,
peut-être j'ai trop de choses à faire. Peut-être que cette nouvelle chose, si je ne peux pas la faire, peut-être que cette nouvelle chose, est-ce qu'elle est vraiment prioritaire parce que je vois qu'il y a telle autre activité qui est en souffrance. Cette façon de tout le temps planifier va vous permettre d'avoir la perspective sur toutes les choses que vous avez à faire. Parce que vous serez obligé de consulter les autres choses que vous avez à faire et de vous dire que finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Je devrais peut-être laisser tomber et passer à autre chose. Ou je devrais faire ça. Et ça voudrait dire que pour telle autre activité que je viens de voir qui est aussi en souffrance et qui a besoin de mon attention maintenant, peut-être qu'il faut que je la délègue. C'est très important. Garder cette discipline, développer cette discipline. Ensuite, et ça, c'est le comportement qui est le plus intéressant de tout ce que je viens de vous dire. Ça a l'air intuitif, ça a l'air évident, mais c'est le plus important de tout ce que je viens de dire. Commencez toujours par le plus facile et le plus urgent. Celui qui est le plus facile et le plus urgent. Je n'ai pas dit par le plus facile ou le plus urgent. Par le plus facile et le plus urgent. Quand vous avez fini le plus facile et le plus urgent, continuez avec le plus facile. Pas forcément le plus urgent, le plus facile. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas urgent aujourd'hui et qui est facile va devenir demain urgent et facile. Donc, si vous avez la possibilité de faire ce qui est facile, à force de faire les choses faciles, vous éliminerez tout ce qui est facile. Vous pourrez maintenant retomber sur les choses difficiles, même qui sont urgentes. Vous pourrez maintenant commencer aussi à les éliminer. Mais parce que vous aurez vidé une bonne partie de votre tableau, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, en réalité, vous arrivez à faire toutes vos activités en avance, dans les temps, sans jamais être débordé. Commencez par faire le plus facile et urgent. Si vous vous rendez compte, vous avez fini ce qui est facile et urgent, vous vous rendez compte qu'il y a une autre tâche qui est vraiment difficile, demandez-vous, est-ce qu'elle est difficile parce que je n'ai pas pu vraiment bien la décomposer ou est-ce qu'elle est difficile parce que sa nature est intrinsèquement difficile? Et si sa nature est intrinsèquement difficile, occupez-vous-en à la fin. Prenez les autres, faites les plus faciles. Faites les plus faciles et les plus urgents. Et dans votre travail, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans la transformation, dans la décomposition, c'est de faire en sorte que vous arrivez à transformer une activité difficile, qui peut être par exemple de lire un livre de 500 pages, en une série d'activités faciles, qui peut être de dire, je lis un livre de 500 pages, mais je vais le lire en section de 10 pages par exemple. Je dis, bon, ça fait 50 sections de 10 pages, 50 sections de 10 pages, je vais peut-être lire une section par semaine. Ça fait qu'au bout de 50 semaines, presque un an, j'aurai fini le livre, même s'il est de 500 pages. Et puis, généralement, quand vous commencez première section, deuxième section, troisième section, vous commencez à développer une vélocité, vous commencez à développer une aisance qui fait que finalement, vous commencez à être beaucoup plus rapide sur la suite. C'est très important. Faites le plus facile et le plus urgent. Ensuite, quand vous voulez attaquer le plus difficile, demandez-vous, est-ce que je peux décomposer? Décomposer jusqu'à ce que vous arrivez à en faire une série d'activités faciles et urgentes. Et puis, vous allez de l'avant. Et chaque fois que vous êtes capable de faire ça, vous pouvez progresser. Et bien sûr, pour faire le plus facile et le plus urgent, ça demande d'avoir un réflexe. C'est de vous dire, je viens de finir une activité, j'ai fini, il est midi, bon, qu'est-ce que je fais? Avant de vous dire qu'est-ce que je fais, ouvrez votre tableau, regardez, identifiez le plus facile, faites-le. Donc, ça demande à chaque fois entre deux activités d'ouvrir d'abord son tableau, de regarder avant de basculer. Ouvrir son tableau, regarder avant de basculer. Et en ouvrant votre tableau, vous allez vous rendre compte que, OK, je viens de finir cette tâche-ci, je coche que j'ai fini, je passe à l'autre tâche. Et au fur et à mesure, les tâches vont se supprimer, vont s'effacer. Vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment productif. Et ça ne vous demande pas des efforts surhumains, ça ne vous demande pas de vous priver de votre sommeil, ça ne vous demande pas de faire n'importe quoi avec votre santé. Donc, je compte sur vous pour adopter ces petits changements. Je compte sur vous pour, dès aujourd'hui, commencer à noter l'ensemble des choses que vous avez faites. Et si je dois vous dire une dernière chose avant de finir sur cette chose-là, c'est prenez un bouquin, prenez un bloc-notes, prenez une feuille de papier, écrivez rapidement formation sur la planification, 1 heure. C'est la première activité que vous avez faite sur les 50 dernières minutes.
Notez ça et quand on finira la phase de questions-réponses, vous pourrez maintenant cocher cette activité comme ayant été faite et commencer à cultiver cette habitude. Merci. Maintenant, vous pourrez poser des questions et je me ferai une joie d'y répondre. Merci.